Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre troisième rencontre. Tout un spectacle aujourd'hui, vous allez voir. D'abord, ça va être avec un prof un peu covideux. Donc, j'ai la COVID cette semaine. L'avantage, c'est que ma voix est un peu plus grave. Donc, peut-être que ça sera pour vous un avantage à l'audio. Mais sinon, je vais bien. Mes 2 doses de vaccin, puis un respect exemplaire des règles n'auront pas eu raison de ce virus, n'auront pas pu empêcher ce virus de m'infecter. Mais je le disais un peu en avant-match, là, mes symptômes sont minimes. Puis voilà, aujourd'hui, vous aurez le privilège d'avoir un cours avec un prof covideux. Puis ça va être extraordinaire ou pas. Donc, c'est à vous de voir. Mais du moins, c'est ce que vous allez voir. Donc, bienvenue à votre troisième épisode aussi du podcast. Il y en a qui ont décidé de prendre cette voie. Je sais pour vous là, que vous avez plusieurs Zooms puis plusieurs cours comme ça. Mais moi, c'est mon petit bonbon de la semaine. Je vois personne. Je vois personne ces temps-ci. Donc, parler à des adultes en dehors de ma maison, là, ça fait du bien, puis content de vous retrouver, content de voir le chat s'animer. D'ailleurs, après le cours, je lis toujours le chat, donc je réagis après coup à vos blagues, mais puis puis je m'étonne, puis je m'enthousiasme devant la pertinence de vos commentaires, mais après coup, parce que pendant l'enregistrement, là, j'essaie de pas tout regarder, parce que sinon, ça peut être déconcentrant. Donc, je suis plutôt, d'ailleurs, satisfait là, de l'ajout de cette forme à distance avec le podcast. Je sais que pour vous, il y a certains irritants, mais pour moi, ça fait mon affaire, surtout en ce moment. Puis jusqu'à ce que le gouvernement nous permette de faire autrement, ça va faire l'affaire. D'ailleurs, on a eu des nouvelles aujourd'hui. L'université annonçait là, que je ne sais pas si vous avez reçu le même courriel ou peut-être c'est juste réservé aux profs, là, mais ça s'en vient. À partir du 31, on va pouvoir retourner en classe. Moi, dans mon cas, je ne retournerai pas en classe le lendemain. Là, donc, j'ai regardé un peu l'horaire tantôt. Là. C'est sûr que moi, le 31, ça donne un lundi. Donc, le 1er février, moi, je ne me lance pas tout de suite en classe. Je vais plutôt je vais être à mon bureau. On va se rencontrer comme ça à distance. Puis la semaine suivante, par contre, ceux et celles qui veulent bien se pointer sur le campus, qui veulent nous rejoindre en classe, on va le faire. Puis ceux qui veulent rester chez vous, ben ça va être possible. Vous allez voir la classe euh, synchrone. C'est la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu de tenir mon micro dans mes mains comme ça, ben, je vais avoir un petit micro-cravate. Mais ça va ressembler un peu à la formule que vous aimez bien. Du moins, je le souhaite. D'ailleurs, merci pour votre participation, votre engagement dans le cours déjà. Là, je regarde mes statistiques de l'ENA, là, c'est impressionnant. Vous êtes quoi, 140? Puis ça participe au cours, entre autres les forums. Juste le forum de présentation, je ne sais pas si vous présentez autant dans vos autres cours, là, mais ça se présente. Là. Donc, 130 présentations sur les forums. Dans mon cours, je me fais un devoir de répondre à au moins personnellement à 50 présentations. Puis heureusement que j'ai mis un maximum parce que c'est pas vrai que je vais répondre à 130 présentations, là, une à une. C'est quand même du temps. Mais pour 50 d'entre vous, là, vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, un petit courriel, là, les 50 premiers, un petit courriel de réponse, un petit courriel de votre prof, peut-être le seul que vous allez recevoir pendant votre formation. Donc, merci de votre enthousiasme. Plusieurs milliers de branchements sur l'ENA, des téléchargements. Téléchargement des podcasts, c'est pas loin de 100. C'est toujours impressionnant dans mon cours, là, le nombre, d'abord, le nombre d'étudiants inscrits, mais l'activité, là, c'est sûr que c'est impressionnant ce qui se passe là. Du moins, statistiquement, c'est très intéressant. Merci d'être là à ces rendez-vous bien imparfaits, là, mais en ce moment, là, ça va faire notre affaire. Donc, merci d'être là. Merci d'être là aussi à chaque semaine. En ce moment, on est presque 100 en classe synchrone. Là, ça aide beaucoup à donner de l'énergie à votre prof. Petit mot sur le forum 2. Le forum 2, là, il est en feu en ce moment. Donc, vous irez lire ça, des exemples. Vous vous rappelez au dernier cours, j'avais donné des exemples de déontologisme, d'éthique de la vertu,
de conséquentialisme. Puis je vous avais dit, allez puiser dans votre culture geek, puis ou allez participer. Il y a un autre forum, là, donner des exemples issus ou puiser dans le débat autour de la COVID, de la gestion de la COVID, puis c'est en feu, ce forum-là. Écoutez, culture geek, là, nommez-le, là, Harry Potter, quel que j'ai vu, Le Seigneur des Anneaux, Spider-Man, The Witcher, Mandalorian, ils sont tous là, avec de beaux exemples, puis bien expliqués souvent, puis ça permet, pour vous, là, je pense que c'est intéressant là, de vous apprendre à reconnaître ces mouvements-là, donc les trois grands courants, mais incarnés dans des pans de votre propre culture, ça vous aidera à comprendre les concepts. Puis même chose aussi avec le débat sur la COVID. On cite des passages, des discours des principaux décideurs où un décideur s'appuie sur un calcul plutôt conséquentialisme ou invoque des normes. Le discours déontologique, des fois, il est plus dur à cerner, mais dans le discours de la COVID, ça peut être, par exemple, un argument où la personne dit oui, c'est intéressant les conséquences, mais en même temps, faut pas brimer les droits des personnes qui sont les plus vulnérables, qui ont des déficiences, qui ont des problèmes, qui sont les plus vulnérables dans la société. Donc, le devoir de protection des gens vulnérables, c'en est un argument qui est plus de l'ordre du déontologisme. Donc, merci d'y avoir participé. C'est le fun de vous lire. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Puis je suis sûr que vous en avez, vous aussi, beaucoup. Travaux d'équipe maintenant, ben les travaux sont pas faits, non. Mais les équipes sont faites. Puis pour ceux qui étaient orphelins, ben je vous ai trouvé une belle équipe. Hein. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient encore orphelins, tristement orphelins. Puis c'est pas grave, je vous ai ajouté à des équipes ou sinon je vous ai constitué des équipes toutes neuves, puis je vous ai regroupées. Puis maintenant, ben, ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire le TP1. Donc déjà, de faire les premières étapes du TP1, commencer à travailler ensemble. Le TP1, je vous dirais que c'est pas très compliqué. Là. C'est plus de mettre votre équipe en route, qui est peut-être plus délicat, peut-être plus difficile à faire. Donc, c'est là que ça se fait. S'il y a des problèmes, il faut me les signaler tout de suite parce que attendez pas d'être rendu au TP2 ou à la fin de la session. Là. Si vous voyez des petits problèmes en ce moment, ce sera des gros problèmes à la fin de la session. Donc, n'hésitez pas à me signaler, puis je sauterai au besoin dans la gestion d'équipe là, pour essayer de stimuler les troupes ou stimuler le ou la personne plutôt fantomatique pour l'instant. Donc, certaines équipes, je l'ai vu, là, ont commencé à me partager des documents, à le partager avec Janie. On commençait à travailler un peu sur le TP1. C'est une très bonne idée. Puis je vous encourage à faire de même. OK, aujourd'hui au programme, des questions très importantes. Qu'est-ce que la faute? Qu'est-ce que le manquement? Est-ce que c'est fréquent? Puis ça vous intéresse plus ou moins. Pourquoi peut-être? Est-ce que c'est fréquent? Pourquoi? Quelles sont les raisons? On va essayer d'y arriver ensemble. Comment l'éviter? Ça, c'est une des questions qui va être abordée. Les objectifs du cours, définir la faute et le manquement. On commence par le commencement. Définir c'est quoi une faute, définir c'est quoi le manquement, estimer le nombre de manquements et de fautes dans l'exercice de la profession, nommer les principales causes de manquement, et nommer des pistes de solutions. Donc, vous voyez, il y a une logique derrière tout ça, définir, essayer de mesurer le nombre estimé, puis de dire qu'il y a un problème et qu'il est gros, c'est une chose, mais de vous laisser en plan comme ça sans vous donner des pistes de solutions, ce ne serait pas très responsable. Donc, on va faire le tour de tout ça. Donc, vous vous rappelez, au cours 1, on avait vu des exemples un exemple de problème éthique important, celui de Karen Duhamel. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié Karen. C'est intéressant. Et, donc, il y a un micro de pomme. Merci de l'avoir fermé. Donc, au courant, on a vu le problème de Karen Duhamel. Donc, le constat avec Karen, vous n'avez sûrement pas oublié Karen. Le constat, c'est que les problèmes éthiques existent. Hein? Donc, il existe, c'est un vrai problème, je vous l'ai montré. Mais heureusement pour vous, ce genre de problème-là, il est rare, et heureusement. Et l'angle que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est de discuter avec vous du fait que les problèmes éthiques, certains problèmes éthiques, ne sont pas rares. Donc, évidemment, ils seront moins graves ou moins spectaculaires que ceux rencontrés par Karen, mais ils ne sont pas rares, donc ils sont là en nombre, en fréquence.
On va voir ensemble la nature des différentes fautes moins graves qui sont commises. Donc, c'est ça aujourd'hui que j'aimerais cibler, aborder avec vous. C'est des problèmes qui sont pas assez graves pour être détectés, pour être dénoncés, puis encore moins pour être sanctionnés. Mais ce sont des petits problèmes quand même qui, une fois cumulés, c'est ça, là, c'est des petits problèmes, mais l'accumulation de ces petits problèmes crée un gros problème. Donc, c'est ce genre de problème-là que je veux aborder avec vous. Pas des problèmes spectaculaires qui sont là, sont spectaculaires. Tu te dis, mon Dieu, je ne veux pas jamais rencontrer ça. Non, aujourd'hui, c'est des petits problèmes que vous allez très certainement rencontrer, qui sont là, existants et qui, cumulés, peuvent causer un problème peut-être encore plus grand que les exemples spectaculaires qu'on aime bien citer. Donc, j'aimerais vous, en plus, aujourd'hui, j'aimerais vous convaincre que vous faites partie du problème. Ouais. Vous, ici, là, j'en vois quelques-uns, là, Jolène, Benjamin, Rémi. Vous aussi, vous faites partie du problème. Donc, je le sais, c'est difficile à accepter. Puis, c'est sûrement le passage intellectuel le plus difficile à faire aujourd'hui. Donc, vous démontrez que vous aussi, vous faites individuellement partie du problème. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, vous convaincre. Vous me direz si à la fin, je vous ai convaincu ou pas, mais je dirais dans ce cours-ci et à long terme, dans ce cours, c'est très certainement un de mes objectifs, vous convaincre que vous faites partie du problème et peut-être aussi de la solution. Donc, ça, c'est un des objectifs. Donc, la question principale aujourd'hui, c'est êtes-vous à risque? Êtes-vous à risque de commettre un manquement? Donc, collectivement à risque et dans quelle mesure? Et comment gérer ce risque, comment réduire ce risque, et individuellement à risque. Dans quelle mesure, comment gérer ce risque et comment réduire ce risque. Donc ça fait partie des objectifs aujourd'hui, mais d'abord, allons-y dans l'ordre. D'abord, définir les termes. Donc, c'est quoi une faute? C'est quoi un manquement professionnel? Donc, la faute, l'origine de faute, ça vient de fallita, donc du latin faita ou fallere. Ça veut dire tomber. Donc, tomber, d'ailleurs en anglais on dit fall, c'est exactement la même racine, c'est tomber. Donc, on se donne des idéaux élevés et on tombe. Donc, c'est pas mal ça, l'allégorie qui se cache derrière ça. Donc, un manquement, une faute, c'est quoi? Lorsqu'on la définit, on va dire, d'ailleurs, c'est ça. Pour définir la faute, on va dire, une faute, c'est un manquement. Un manquement à quoi? À une règle. Donc, souvent, c'est une règle morale, une prescription religieuse, manquement à un devoir qui vous est prescrit, manquement à un contrat, un engagement, manquement à une norme, un principe. Donc, manquement à quelque chose qui est là, qui est déterminé. C'est aussi une manière d'agir qui manifeste un manque d'habileté, de prudence. Donc, faute, manquement, ça se regroupe là-dedans. Acte ou omission qui cause un dommage à autrui. Donc, faute en responsabilité civile, par exemple, c'est surtout de ça qu'on va parler. Au cours 6, je pense, sur acte, omission. Donc, je pose un geste ou j'omette poser un geste que j'aurais dû poser et qui cause un dommage à autrui. Donc, en responsabilité civile, on parlera davantage de ça. Donc, mais vous le voyez, les traits là, sont toujours les mêmes. Il y a un manquement, il y a une règle, il y a un idéal à atteindre, puis on tombe. OK? Donc, il y a des fautes claires qui sont sanctionnées, qui sont évidentes, pour lesquelles les sanctions sont faciles à comprendre et justifier. Puis je dirais qu'aujourd'hui, ça nous intéressera un peu moins. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse davantage, c'est les manquements qui sont moins graves, je le disais un peu plus tôt, qui sont plus fréquents, qui ne sont pas nécessairement sanctionnés, qui laissent place à l'interprétation, et tant mieux, mais qui, cumulés, peuvent créer des problèmes qui peuvent miner le système dans son ensemble. Et lorsque j'utiliserai le terme faute, c'est parce que le geste est clairement, donc dans mon discours, là, moi, lorsque j'utilise le terme faute, c'est lorsque le manquement, il y a un geste qui est clairement blâmable et sanctionnable. À ce moment-là, je vais dire faute.
Et manquement, je l'utilise surtout pour montrer qu'il y a des fois on dévie un peu de la règle, il y a des zones d'ombre, il y a des zones en gris pâle, donc c'est plus noir et blanc, mais c'est plutôt dans le gris. Puis lorsque je me promène dans cette zone-là, je vais surtout utiliser le terme un manquement. Mais que ce soit une faute ou un manquement, il y a des récurrences, c'est-à-dire qu'on juge, on est en train de juger, on juge un comportement et on va le qualifier de faute ou de manquement. On va juger des agissements, des attitudes. On peut parler d'un manquement, ça peut être une attitude qui est inappropriée. Donc ça fait partie de la faute et du manquement. Et on constate quoi? Une contradiction des règles. Il y a des règles qui sont en place, des lois, des normes. Puis les normes, les règles sont contredites de différentes façons. Et ce qu'on constate aussi, lorsqu'il y a faute et manquement cumulés, il y a une nuisance à un système qui est là et un système qui participe à la construction d'idéaux importants. Donc, on va voir le système professionnel. Derrière le système professionnel, il y a l'idéal de la protection du public. Mais aujourd'hui, on va voir aussi un système que vous connaissez mieux, qui est le système d'éducation universitaire. Et on va parler des petits manquements. Et vous allez voir qu'il y a plein de petits manquements qui finissent par nuire au système. Les idéaux qui sont derrière le système d'éducation, c'est votre compétence, c'est votre éducation. Donc ça fait partie de tout ça. Donc des idéaux à atteindre et des gestes, des comportements qui empêchent le système d'accomplir les idéaux qu'il devrait porter. Donc attention. Là, je vois que je vais perdre la voix après 2h30, on verra, là, mais je me lance quand même. Ça se peut qu'il y ait des petites faillites comme ça de la voix, on verra ce que ça donne. Donc attention, en matière de morale et d'éthique, l'erreur n'est pas une faute ou un manquement. Donc l'erreur, c'est important lorsqu'on parle de morale et d'éthique. Une erreur, c'est pas une faute. Donc c'est plutôt associé à l'ignorance, il y a une nature involontaire à l'erreur. Avec de bonnes intentions, on peut faire des erreurs. C'est contre ma volonté. C'est contre mon libre arbitre. C'est pas moi qui ai décidé ainsi. Il y a une erreur. Et ça, l'erreur en matière d'éthique est rarement sanctionnée. Il y a certaines nuances à faire là. Lorsqu'il y a erreur en droit civil, on la considère comme une faute à la condition qu'elle soit réparable. Donc, on y reviendra un peu au cours 6, là, mais la notion d'erreur, elle est nuancée. Moralement, typiquement, on ne sanctionne pas une erreur parce que c'est pas c'est contre la volonté de la personne. C'est souvent une forme d'ignorance. Je ne savais pas, je connaissais pas la règle, j'ai pas voulu mal faire. Sauf en droit civil, on reviendra au cours 6 où tu le savais pas, tu l'as pas fait exprès, mais il y a eu des dommages, puis quelqu'un devra payer. Puis ça, en matière de responsabilité civile, c'est géré autrement. Mais moralement, habituellement, l'erreur n'est pas sanctionnée. Donc ça, c'est une nuance à faire, parce que dès qu'on parle de faute, il y en a plusieurs qui vont prétendre justement, lorsqu'on les accuse d'une faute ou d'un manquement, ils vont justement essayer de se réfugier derrière l'erreur. Je ne le savais pas, on ne m'avait pas informé, j'ai pas voulu mal faire. Donc, ce sont des belles défenses, mais en même temps, il faut être capable de le démontrer qu'effectivement, c'était contre votre volonté et que vous n'avez pas été négligent. Donc, les fautes et les manquements ne sont pas tous de la même gravité. Donc, ça peut varier en gravité. Et plus la faute ou le manquement est grave, plus la sanction, évidemment, sera importante. Donc, ça va varier en fonction de comment on fait pour déterminer si la faute ou le manquement est grave, l'intensité et la fréquence du comportement en question. Est-ce que tu l'as fait souvent? Est-ce que tu l'as fait intensément? Si oui, et si c'est blâmable, le blâme sera d'autant plus important. L'importance et la force de la règle ou de la loi ou de la norme qui a été violée. Donc, est-ce que tu as commis un geste, tu as contredit une petite règle qu'on a inventée dans un groupe d'amis, 3 amis, puis on s'est donné un code, ou tu as violé le code de la route ou la charte des droits et libertés, ou le code criminel.
Donc, vous voyez que l'intensité ou l'importance, la force de la loi ou de la règle qui a été violée est importante lorsqu'on veut qualifier de la gravité du geste. Et finalement, la fréquence et l'intensité des conséquences néfastes. Donc ça fait partie de la gravité. Est-ce que ça a généré des conséquences néfastes? Oui ou non? Dans quelle mesure? Dans quelle intensité? Puis si ça a généré des petites conséquences, ben généralement le blâme sera moins grand que si vous avez causé la disparition d'une espèce entière d'animaux. Je ne sais pas pourquoi c'est cet exemple-là que j'ai en tête, mais lorsque les conséquences sont très graves, habituellement, la sanction ou le blâme sera encore très grand. Donc, c'est fait. D'abord, définir les termes. C'était les petites notions que je voulais voir avec vous. Définir la faute, le manquement, les nuances. Essayer de voir qu'est-ce qui fait que c'est grave, pas grave, l'intensité. On a parlé de tout ça. Maintenant, les fautes et les manquements sont-ils fréquents dans l'exercice de votre belle future profession? On les a mentionnés au début dans le premier sondage. Maintenant, est-ce qu'elles sont fréquentes dans l'exercice de votre future profession? Bon, pour estimer le nombre de fautes et de manquements, vous devez d'abord réaliser que votre profession va s'exercer dans un milieu de travail. Donc, un milieu de travail, c'est ça. Et ce faisant, parce que c'est un milieu de travail, pas nécessairement parce que c'est une profession, le simple fait de mettre les pieds dans un milieu de travail, bien, il y a plusieurs problèmes, et notamment des problèmes éthiques, qui sont engendrés par ce monde qu'on appelle le monde du travail, qui sont bien documentés. Donc, statistiquement, vous irez lire le rapport dans le module 3, je vous ai donné le rapport. Il est intitulé National Business Ethic Survey. Donc, je vous l'ai proposé en lecture. Vous allez voir que statistiquement, 50% des travailleurs, donc 50% d'entre vous, ben, c'est ça la statistique, là. 50% des travailleurs, vous allez travailler, donc 50% d'entre vous vont commettre au moins une fois un des gestes qui suit. Vous allez commettre au moins une fois, 50% d'entre vous, mensonge, 25%. On ment au travail, ça arrive. On vole, 11%. Il faut voir, là, ça peut varier. Est-ce que vous êtes parti avec la petite caisse ou vous avez volé 2 crayons? Ça se peut que ça varie, mais c'est du vol quand même. Violation des politiques internes en matière de sécurité, santé au travail, par exemple. Mentir à propos de la qualité, des comportements inappropriés, donc 21%. Harcèlement, c'est un problème, le harcèlement au travail, 10%. Donc, dans mon groupe, on est 100 aujourd'hui, il y en a 10 qui vont commettre des gestes de l'ordre du harcèlement. Discrimination, violence psychologique. Donc, choisissez votre poison, mais une personne sur 2. Dans ce cours, il y en a 50 qui m'écoutent en ce moment. C'est sûrement ceux qui ne m'écoutent pas en ce moment. Donc, cette proportion-là vont commettre les manquements. Donc, une personne sur 2, au moins un des manquements qui ont été mentionnés. Et vous irez consulter le rapport pour voir le détail de tout ça. Il y a plein, c'est nuancé avec toutes sortes de comportements. Je vous ai donné les grandes lignes, mais vous irez voir le reste. Et les membres d'ordre professionnel maintenant, est-ce qu'ils sont mieux que la majorité des travailleurs? Est-ce que le fait de faire partie d'un ordre professionnel, ça vous protège des manques potentiels ou des manquements potentiels qu'on a associés aux travailleurs en général? Je vous ai mis ici, vous irez voir le PowerPoint du cours. Il y a un rapport de l'OIQ. Je vous présente quelques résultats. Si vous êtes en classe synchrone, vous voyez les principaux résultats en ce moment. Sur 62 000 membres, c'est à peu près ça, l'OIQ, ça varie entre 60 et l'Ordre des ingénieurs du Québec, ça varie entre 60 000 et 65 000 membres. Cette année, en 2021, il y avait eu 182 enquêtes et 300 membres visés. Donc, 300 membres visés par des enquêtes sur environ 62 000 membres et 19 coupables avec des sanctions appropriées. Donc, 62 000 membres, 19 coupables avec des sanctions. Et là, ben, vous vous dites, ben, il n'y en a pas de problème. Hein? C'est juste des belles pommes, c'est des pommes pourries. Puis,
Ben, c'est simple. L'allégorie des pommes pourries, là, c'est simple. Tu dis, il y a 60 000 pommes, puis il y a 30 pommes qui sont pourries. Ben, on les prend, on les sort, puis le reste des pommes sont saines, puis vont bien. Donc ça, c'est une façon un peu naïve, je dirais, de cerner le problème. Donc ça, cette image de la pomme pourrie, là, c'est pas ma préférée. Je trouve que la réalité est plus complexe et je préfère de loin l'image de la pointe de l'iceberg. Donc pas pour dire que ben là, il y a quelques pommes pourries, donc l'ensemble des pommes est pourri. Ça, ce serait une généralisation très abusive. Mais un iceberg au sens suivant, hein, c'est-à-dire que la partie qui émerge, ce sont les fautes détectées, les fautes dénoncées, les fautes qui sont sanctionnées. Hein. Tout à l'heure, je vous en donnais quelques exemples. C'est ces fautes-là là, qui sont tellement graves, tellement évidentes, que ces fautes-là vont être révélées, dénoncées, enquêtées, sanctionnées. Donc, spectaculairement visibles et sanctionnables. Mais n'oubliez pas ce qui se passe sous l'eau, pour reprendre l'image de l'iceberg. Sous l'eau, ben, c'est constitué de quoi notre iceberg en ce moment? De plein de petits manquements et de petites fautes qui sont peut-être non détectées, non dénoncées, peut-être parce que les gestes, c'est pas si grave que ça, mais ça cause quand même des problèmes. Peut-être que ça a été ignoré, ça a été vu, ça serait blâmable, mais ça a été ignoré, ça a été toléré pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Puis à la fin, ben, au lieu de constater qu'il y a 300 sanctions sur 65 000 membres, moi, je vous conseille de garder en tête cette image-là du bateau. Là. Qu'est-ce qui se cache sous l'horizon? Là? Il y a la pointe émergée, mais qu'est-ce qui se cache en dessous? Donc, il y a peut-être quelque chose de plus substantiel, c'est ce que j'aimerais aborder avec vous. Et cet iceberg, là, dans son ensemble, est peut-être plus dangereux que vous ne le pensez. Là. Vous en parlerez à... comment il s'appelait? C'était Jack et Rose dans le Titanic. Là, vous en parlerez. Là. Ça a mal fini tout ça. Vous irez en parler. Donc, l'iceberg, c'est l'image que j'aimerais que vous gardiez en tête. C'est-à-dire que la partie la plus importante, qui est sous le niveau de la mer, ben, ce serait constitué de ces multiples comportements pas suffisamment graves pour être détectés, pour être dénoncés, même pas pour être sanctionnés, mais qui ont quand même des répercussions importantes sur le système. Peut-être des répercussions encore plus grandes que les spectaculaires là, qui émergent. Là. Donc, entre autres parce qu'elles ne sont pas suffisamment graves, mais elles sont nombreuses. Ces petites actions-là, ces comportements-là sont nombreux, sont difficilement détectables, sont difficilement sanctionnables, mais ils nuisent quand même au système. Et dans le système qui est le système professionnel, ben, ça nuit au système qui est la protection du public, la protection des finances publiques, le maintien de la relation de confiance avec le public. Donc, c'est plein de petits comportements qui peuvent davantage nuire à ces idéaux-là que les petits exemples spectaculaires là, qu'on finit éventuellement par détecter, dénoncer, sanctionner. Si vous voulez voir à quoi ressemble un système qui est tranquillement meurtri par certains de ses acteurs, donc un système qui, une fois qu'il est bien meurtri, là, finit par corrompre les acteurs comme vous, hein, qui tentent de s'intégrer au système, j'aimerais vous ouvrir une longue parenthèse pour vous expliquer courtement, brièvement, ce qu'a été la commission Charbonneau. Donc, une commission qui a été créée en 2011. Ça fait quand même un bout, mais ça a été créé dans le but de connaître les stratagèmes plutôt de corruption, collusion, qui a été mis en place pour protéger les témoins, les victimes. Parmi les victimes, il y avait des professionnels, vous l'avez vu avec Karen, des professionnels comme vous qui exerçaient, de jeunes professionnels dans l'exercice de la profession, faisaient partie des victimes du système. Et ils ont créé une commission pour enquêter qu'est-ce qui se passe au sein du milieu de la construction. Et c'était présidé par Madame la juge France Charbonneau, d'où le nom de la commission Charbonneau. Donc, la commission Charbonneau, ça ciblait l'industrie de la construction,
Donc, je vous invite à, même si vous ne travaillez pas dans l'industrie de la construction, les problèmes qui ont été ciblés, c'est des problèmes typiques au monde du travail. C'est des problèmes qui engageaient des professionnels comme vous. C'est des professionnels. C'est un système où des professionnels ont été corrompus par le système. Mais je vous invite, si vous ne faites pas partie du système de l'industrie de la construction, c'est pas grave. Il y a plusieurs leçons à aller chercher dans les conclusions de cette commission-là. Donc, la commission Charbonneau ciblait typiquement l'industrie de la construction. Donc, c'était son mandat, puis c'était l'industrie de la construction à Laval et à Montréal. Puis ça ne veut pas dire que parce que vous êtes ailleurs ou vous travaillez dans d'autres domaines qu'il n'y a pas de problème. Ça veut juste dire que la commission Charbonneau n'en a pas parlé. OK? Donc, tant mieux si on n'a pas trop parlé de vous, mais dites-vous que c'est pas parce qu'on ne parle pas encore de vous qu'il n'y a pas de problème. Je pense aux informaticiens, informaticiennes. Vous verrez, là, si j'avais une gageure à faire avec vous, gageons que la prochaine commission, ça sera sûrement dans ce domaine-là. J'aurai l'occasion peut-être de préciser ma pensée éventuellement. Donc, la commission Charbonneau, donc pour ceux et celles qui écoutent le podcast en ce moment, vous irez écouter cette vidéo dans la marche à suivre du cours. J'ai pointé vers une vidéo dans laquelle j'explique la commission Charbonneau. Je dirais à peu près la même chose que je vais dire dans la prochaine partie de la présentation. Donc, pour vous qui êtes là en classe synchrone, je vais vous présenter ça. Et si vous n'êtes pas là en classe synchrone, je vais couper ce bout-là à l'audio. Et vous irez plutôt écouter la vidéo en question, puisque ça résume là aussi assez bien ce qu'était la commission Charbonneau. Bonjour à vous, l'indice cette semaine. L'indice cette semaine est la maladie qui m'afflige en ce moment. L'indice est COVID-19. COVID-19, connaissez-vous? Allez, bye bye. Donc, le système dépeint dans la commission Charbonneau, c'était un système. Donc, un système, c'est quoi là? Dans ce cas-ci, c'est le monde du travail, c'est un milieu de travail. Donc, un système qui, tranquillement, a été meurtri et corrompu par certains acteurs. Mais à force d'être meurtri et corrompu, le système a fini par corrompre les nouveaux acteurs, comme vous, qui ont tenté de s'intégrer au système. Donc, c'est pour ça qu'il fallait agir sur le système. C'est parce que le système en place contrôlait ou finissait par agir sur les nouveaux acteurs comme vous qui finissaient par tenter de s'intégrer au système et en vain. Et vous, si vous aviez travaillé dans une grande firme de génie conseil à Montréal et à Laval, auriez-vous fait pareil? C'est une question que je vais explorer avec vous. Donc, c'est peut-être la question la plus intéressante pour vous aujourd'hui. C'est vous. Je vous avais dit qu'on allait parler de vous. Là, je parle des autres. Puis je parle. Puis je pourrais vous parler des heures de la commission Charbonneau. Mais le problème, c'est que vous risquez de ne jamais vous sentir concerné de tout ça. Hein? Donc, c'est peut-être le cas en ce moment. Là, vous m'écoutez. Puis vous vous dites, le problème, c'est les autres. Là, c'est eux autres, les pas fins. C'est eux autres là, qui ont fait des idioties comme ça, puis en plus se sont fait prendre, sont encore plus idiots. mais c'est ça. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes concerné? Votre réponse, ce serait de me dire non en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un système, il est corrompu, il y a des problèmes, j'en ai vu, mais je ne fais pas partie du problème et c'est ça sur quoi j'aimerais travailler maintenant, puisque pour la suite de ma démonstration, ce que j'aimerais faire, c'est parler de votre propre intégrité morale. Donc, vos failles, vos limites, des limitations peut-être, des failles et des limitations qui sont déjà peut-être en train de devenir une habitude et des habitudes qui sont en train de créer non seulement ce que vous êtes, mais ce que vous serez éventuellement. Puis pour démontrer tout cela, j'aimerais vous démontrer
attention, ça s'en vient, que vous avez déjà triché, ben oui, et que vous allez tricher encore, et c'est ça le problème. Et vous allez tricher encore, et pour les mêmes raisons. Donc ça fait partie des démonstrations que j'aimerais, la démonstration que j'aimerais faire avec vous. C'est un peu triste. Hein? Vous avez déjà triché, vous allez le refaire, pour les mêmes raisons. C'est un peu triste, hein? C'est votre mère là, qui est sûrement déçue là, d'entendre ça, là, mais bon, c'est quand même ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Allez-vous commettre des manquements? Allez-vous commettre des fautes? Bon, vous avez déjà triché et vous le ferez encore pour les mêmes raisons. On va commencer par un sondage. Je l'ai ici, le sondage. Attendez. Il est ici. Donc, commençons par vous. Donc, vous allez choisir un nombre de 1 à 100 et ce nombre va décrire votre force morale, votre intégrité, votre capacité à résister à une tentation. Donc, l'individu moyen, il se donne 50. Puis, si vous donnez 100, ben, vous écrivez J, donc ce qui serait quelqu'un d'assez parfait. Donc, 50, là, c'est l'homme moyen. Puis, si vous donnez 100, là, genre G, H, I, J, ben, vous êtes totalement intègre ou presque totalement intègre. Et 0, là, genre A, B, C, ben, vous êtes corruptible, peut-être même corrompu, puis vous avez une affection marquée là, pour le crime et les entourloupes là, à 0, là. Puis vous confondez votre vie puis Grand Theft Auto. Donc, il ne devrait pas en avoir beaucoup, ou des comiques peut-être, mais c'est ça. Donc, 0 à 100. 100, c'est pas loin de parfait. 50, c'est un individu normal. Puis, 0, c'est problématique. 100, c'est parfait. Donc, vous avez compris. Donc, en ce moment, vous devriez être capable d'être en train de voter. Et vous avez voté de cette façon-là. Hein, ce qui est intéressant, ça se fait encore, là. 80, 90, 70, 80, 60, 70. Ça, c'est la grosse partie qui est là, là. La grosse moitié, là, vous voyez, vous donnez entre 60, 60, au-dessus de 60, très certainement. C'est cette grosse pointe de tarte-là. Il y a un 25% qui est entre 50 et 60. Donc, au-dessus de 50, là, au-dessus de l'homme moyen, c'est toute cette grosse pointe de tarte-là. Là. Vous la voyez? Puis ça, on s'entend que c'est pas possible. C'est pas possible de savoir c'est quoi votre intégrité morale. Donc, ce qui est intéressant dans ce genre de sondage-là, c'est que les résultats sont à peu près toujours les mêmes. C'est que vous avez tendance à vous donner une très belle note ou donner une note qui est très légèrement supérieure à la moyenne. Donc, c'est plus ça qui est intéressant comme résultat, c'est que vous vous pensez, autrement dit, supérieur à l'homme moyen. Je vous ai dit, c'est 50. Si vous pensez que vous êtes un homme moyen, c'est 50. Mais vous vous pensez individuellement supérieur à l'homme moyen lorsqu'il s'agit d'intégrité. Vos collègues maintenant. Et ce que vous allez voir dans les résultats, c'est que ça varie un peu. C'est que vous avez tendance à les croire légèrement au-dessus de la norme, mais un peu en dessous de vous. Donc, vous vous surestimez par rapport à peu près tout le monde. Vous surestimez votre groupe par rapport à l'homme normal. Puis, vous pensez que votre groupe est quand même un peu moins intègre que vous. Donc, habituellement, c'est cet ordre-là qu'on constate, là. Vous êtes dans la classe supérieure. Votre groupe est d'une classe légèrement supérieure. Supérieure à quoi? Ben, à l'homme moyen. Et donc, cette surestimation, là, cette façon de se percevoir un peu plus intègre que la norme et de percevoir son groupe un peu plus intègre, lui aussi, que la norme, ça fait partie d'un système qu'on va bientôt, que je souhaite vous aborder avec vous. D'ailleurs, j'ai posé ce genre de questions-là aussi sur les notes du cours. Vous irez voir les réponses. Il y en a certains qui ne sont pas là en classe aujourd'hui qui vont y répondre de cette manière-là. Et vous allez constater à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire que vous croyez légèrement ou carrément supérieur à vos semblables.
vous surestimez votre groupe. Donc, vous pensez que votre groupe est légèrement supérieur à la moyenne. Donc, et de la même façon, il faut se projeter aussi dans le monde du travail. C'est-à-dire que au boulot, vous risquez de surestimer aussi votre groupe d'appartenance en matière d'intégrité par rapport à la moyenne. Donc, vous vous sentez toujours carrément au-dessus de la norme, vous sentez votre groupe légèrement au-dessus de la norme, mais la fin de tout ça, c'est que vous et votre groupe, vous pensez légèrement ou parfois carrément supérieur en matière d'intégrité et de morale à la norme. Le résultat de tout ça, c'est que nous avons tendance à surestimer notre propre intégrité morale. Et si on ajoute avec ça en plus votre jeunesse et vos incompétences, en tout respect, ça aide en rien. Vous connaissez sûrement l'effet Dunning-Kruger. C'est un des biais psychologiques. D'ailleurs, je vous ai mis dans le contenu d'enrichissement du cours la somme, à peu près tous les biais psychosociologiques que vous pouvez documenter. Donc, vous irez voir ces hyperliens-là. C'est très intéressant à voir. Celui-là dont je veux vous parler, c'est d'abord l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est que les personnes les moins compétentes, comme vous en ce moment, désolé de vous le dire comme ça, vous avez tendance à surestimer vos compétences. Et les personnes les plus compétentes, comme le vieil ingénieur qui travaille depuis 30 ans dans votre futur milieu de travail, lui a tendance à se sentir incompétent. Donc, c'est ça l'effet Dunning-Kruger. On a tendance à se surestimer. Et en plus, plus on est incompétent, plus on a tendance à surestimer nos propres compétences. Et ça marche aussi en matière d'éthique. Donc, au début du cours, ce qui est drôle, c'est pour ça que je l'aborde avec vous aujourd'hui, c'est qu'au début du cours, vous surestimez vos compétences éthiques. C'est important de s'en rendre compte. Puisqu'à la fin du cours, c'est ça qui est étrange dans un cours d'éthique, là. À la fin du cours, si je réussis cette partie de votre formation, vous allez sous-estimer vos compétences. Vous allez avoir l'impression que vous êtes encore très... Là, en ce moment, vous vous sentez outillé. Là, à la limite, il y a des étudiants, certains d'entre vous, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un cours d'éthique. Mais à la fin du cours, le but, c'est que vous ressentiez ce manque-là. À la fin, si je fais bien mon boulot, vous allez vous sentir encore bien mal outillé pour affronter les problèmes éthiques que vous allez rencontrer dans la profession. Puis ce sentiment d'incompétence relative, là, ce sera un bon signe. En tout cas, pour moi, je le vois comme un bon signe. Vous allez oublier tout ça là, d'ici la conclusion du cours, mais croyez-moi, là, ce sentiment d'incompétence-là, c'est souvent une bonne chose. C'est lorsqu'on se sait ignorant, lorsqu'on se sent incompétent, si on est intelligent, on devrait se tourner vers la connaissance, aller chercher des connaissances supplémentaires, alors que si on se sent compétent, c'est vite régler le problème. J'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Je suis déjà donc compétent. J'ai pas d'expérience, mais je suis déjà compétent. Donc, voilà. Si vous ressentez déjà ce manque-là, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes prêt à apprendre et progresser, à améliorer individuellement et collectivement. Puis si vous ne le ressentez pas encore, le but, c'est d'ici la fin du cours, dans son ensemble, que vous vous rendiez là. En tout cas, ça fait partie de mes objectifs. On parlait de la surestimation. Donc, il y a des conséquences à cette surestimation. Quels sont les risques selon vous de cette surestimation collective? C'est quoi le risque d'une surestimation en matière d'éthique ou en matière technique même? Je sais pas, la principale conséquence à cette surestimation, si on prend un problème technique, la surestimation, c'est un problème parce que si on prend une pièce, par exemple, si on surestime la résistance d'une pièce, on va lui imposer peut-être une charge qu'elle n'est pas capable de tolérer. Là. Je ne sais pas si ça se formule comme ça, mais je vais y aller comme ça. Vous voyez un peu, là. Donc, si vous surestimez vos propres capacités, vous allez peut-être vous mettre dans une situation de stress. Là, je prends l'expression stress là, pour une pièce, là, où les pressions sont peut-être trop importantes pour vous. Vous pensez que vous êtes capable de résister, vous êtes capable de rester intègre, mais ce faisant, vous prenez peut-être des risques inutiles. Donc, c'est plus à ça que je renvoie lorsque je parle de surestimation. Et cette forme de surestimation, on l'a vu, elle a des effets sur vous personnellement, mais collectivement aussi. On surestime aussi la propre intégrité de notre groupe d'appartenance.
Les professionnels dans leur ensemble, on pense qu'ils ont peut-être une intégrité supérieure. Il faut voir. Peut-être qu'ils font juste surestimer leur propre intégrité. Même chose pour votre milieu de travail. On finit par penser qu'au boulot, tout le monde est assez intègre, on a à peu près les mêmes règles. Et si on finit par se surestimer, on peut avoir des prises de risques inutiles. Hein, c'est une surestimation, c'est pas seulement le propre de l'éthique, là, elle est partout, cette surestimation. Donc, ça devient... ça se traduit souvent par une prise de risque. C'est d'autres exemples que je pourrais vous donner. C'est la conduite automobile. Texter au volant, fumer des cigarettes. On voit bien qu'il y a des risques, mais on surestime peut-être notre capacité. Je prends la conduite au volant là, ou texter au volant. On sait qu'il y a un risque. Puis on se dit, il y a des risques, mais il y a des risques pour les autres. Puis... moi, je suis bon, là, je suis capable là, de bien conduire. Puis ce faisant, on prend des risques que pourtant on reconnaît pour les autres. D'ailleurs, je parlais des biais psychosociologiques. Celui-là, ça s'appelle le biais d'optimisme. Hein, c'est que lorsqu'on juge, on se juge moins exposé à des risques que l'on reconnaît aux autres. Les autres, il y a un risque, mais c'est surtout les autres, alors qu'on fait partie de la même catégorie que les autres. Hein. Je suis au volant, je texte, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a un risque, mais en même temps, les autres sont plus à risque, alors que qu'est-ce qui me distingue? À quel point je me différencie des autres? Donc, c'est peut-être ça le véritable danger, c'est peut-être notre entêtement à nier que nous sommes aussi sensibles à un risque. Et la solution, je dirais, c'est d'abord reconnaître nos propres failles. Et c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui, je vous le rappelle. Travailler sur vos propres failles, vous les montrer, puis éventuellement vous demander de les reconnaître. C'est la troisième phase qui est la plus difficile. Vous allez voir des failles, puis vous allez avoir de la difficulté quand même à les reconnaître chez vous, mais c'est l'objectif. Donc, s'il vous plaît, une fois que vous allez reconnaître l'existence d'un risque, ne faites pas l'erreur de vous sentir à l'abri du risque en question. Donc, nous nous surestimons. Pédagogiquement, c'est un constat important pour moi, pour vous aujourd'hui. Vous êtes à risque. Vous êtes sensible à ces contextes de risque. Vous aussi. Et vous vous pensez à l'abri des risques. Et on va voir ensemble que vous avez pris de bonnes et moins bonnes habitudes. En plus, vous n'êtes pas vraiment compétent en matière d'éthique. Désolé de vous le dire comme ça. Vous connaissez, vous pensez compétent, mais vous ne connaissez pas les règles. Vous connaissez encore très mal les normes de votre milieu de travail, les attentes, vos obligations, les obligations morales associées à votre profession. Vous croyez être compétent, mais c'est ce que j'essaie de vous convaincre, c'est que vous ne l'êtes pas encore. Et lorsque vous allez avoir fini ce cours, vous allez avoir peut-être ce sentiment-là d'incompétence qui est un bon signe, encore une fois. Donc, pédagogiquement, là, c'est un constat important parce que si vous pensez être compétent et à l'abri des risques là, que je vous montre puis que je vais continuer de vous montrer dans notre présentation, si vous ne faites pas, vous pensez déjà être compétent en la matière, je perds mon temps. C'est-à-dire que je parle depuis 1 heure là, à des étudiants qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de formation éthique. Alors que si vous dites, non, j'ai des failles, il y a des problèmes, peut-être que je fais partie du problème, à ce moment-là, mon intention pédagogique sera plus efficace. C'est-à-dire que je vous parle, puis vous êtes prêt à entendre. C'est pas rien, là. Prêt à entendre ce que j'ai à vous dire. Donc, première faille, donc, vous vous surestimez en matière d'éthique. Pas juste en matière d'éthique, mais on a ciblé sur tout ça. Et vous surestimez vos proches, votre groupe, vos semblables, ce qui peut mener à une prise de risque inutile et accroître le nombre de fautes qui peuvent résulter aussi d'une prise de risque excessive. Donc, nous nous surestimons et ça nous arrive à tous, puis c'est normal, nous sommes humains. Puis je ne vais pas dire autre chose que ça, ça fait partie de notre nature humaine d'avoir ces failles, ça fait partie de notre identité. Mais une fois qu'on a identifié les failles, on a la responsabilité d'agir en conséquence et de tenir compte de nos failles individuelles et collectives dans notre prise de décision. Donc,
statiquement, là, il faut peut-être le rappeler, nous sommes normaux. Hein, on essaie de se surestimer, mais typiquement, on est normaux. Hein, on est normal plutôt. Euh, Pas des monstres, pas des idéals d'intégrité. Là. Ici, j'ai qui comme exemple? Dalai Lama, Elliot Ness. Donc ça, c'est Elliot Ness là, qui a mis fin à la mafia new-yorkaise. Dalai Lama, vous le connaissez. Et vous n'êtes pas non plus des monstres de corruption. Darth Vader, Voldemort, et pire, Jay du Temple. Ça, c'est ma blague que je fais depuis 2 ans au moins. Mais, donc, vous êtes normaux en matière d'intégrité. Donc, vous souhaitez être honnête et intègre. Mais si on vous plonge dans un système où les pressions et les tentations s'accumulent, ben vous risquez d'être bien déçu. Bien déçu de vous, peut-être. Et évidemment, il y a des êtres d'exception, et peut-être que vous pensez comme un être d'exception, et peut-être que vous l'êtes. Mais sachez-le, là, statistiquement, logiquement, les êtres d'exception sont des êtres d'exception. Donc, sont rares. Et nous ne pouvons pas tous être ces personnes d'exception. Donc, désolé, là, peu importe ce que votre mère peut bien vous en dire, vous êtes normaux et vous n'êtes peut-être pas aussi exceptionnels en matière d'éthique que vous pouvez le penser. La preuve que vous êtes déjà faillible, donc ça, c'est pas très beau. Donc, pour ceux qui sont en classe synchrone, là, vous le voyez, les chiffres, là, ça fait frémir le vice-doyen aux études. À chaque fois que j'ai l'occasion, je lui envoie soit les résultats de ces sondages-là, ou je lui partage ce que je pense. Puis, je lui rappelle que, attention, là, il y a de la triche dans les programmes en sciences et génie, il y en a beaucoup. Donc, c'est un peu, on regarde là, les chiffres, là, ça évolue, mais je dirais que là, aujourd'hui, on a des chiffres impressionnants, mais ça tourne à peu près autour de 50%. Là. Au moins une fois, dans un travail ou un examen, les étudiants ont déjà triché. Donc, vous croyez intègre individuellement et collectivement, mais le constat empirique, là, vous le voyez, est un peu plus navrant. Un étudiant sur 2 a déjà triché. Donc, la moitié a déjà triché au moins une fois dans un travail ou un examen universitaire. Évidemment, c'est sûrement la moitié qui n'écoute pas en ce moment. Donc, la moitié ont déjà triché. Et pourtant, ben, vous vous dites, ben, c'est pas moi le problème. Un étudiant sur 2 a déjà triché. C'est problématique. Et j'aimerais vous démontrer que cette moitié-là risque de tricher dans l'exercice de sa profession. Je pense que c'est là où il faut aller. Là. C'est-à-dire que tricher, c'est quelque chose à l'université. Peut-être que vous êtes dans un contexte d'apprentissage puis qu'on peut tolérer une certaine partie de déviation des règles, mais est-ce qu'on souhaite que ça se répercute dans l'exercice de votre profession? Est-ce que le public serait capable de tolérer qu'un professionnel sur 2 triche, contourne les règles? Donc, c'est ça. On se dit, gageons que ce même étudiant sur 2, là, se croit et se dit honnête et s'est donné une très belle note lorsqu'on lui a demandé de parler de son intégrité. Et ça fait partie du problème. La grande majorité des manquements de cette petite triche ordinaire des professionnels, là, la grande majorité de ces comportements sont commis par des gens comme vous et moi qui se disent et qui se croient honnêtes. Donc, j'aimerais approfondir ce thème avec vous. Donc, vous, qu'est-ce que vous valez en termes d'éthique? Donc, c'est un thème qui nous en prend beaucoup sur ce que vous serez dans l'exercice de votre profession en observant ce que vous êtes, c'est-à-dire la triche sur les bancs universitaires. Donc, c'est l'exemple que j'aimerais aborder avec vous. À quoi ressemblez-vous en matière d'intégrité et d'éthique en ce moment? Et notre exemple, c'est la triche universitaire. Donc, quels sont les risques associés à la triche universitaire? Quelles sont les causes? On va regarder ensemble les causes, il y en a plusieurs. Pression de performance, manque de temps, difficulté de la tâche, pression des pairs. Et ben, dans quelle mesure vous êtes à risque dans un tel contexte? Et ultimement, dans quelle mesure ces mêmes pressions et causes, pression de performance, manque de temps,
pression des pairs, difficulté de la tâche, manque de compétences, manque de formation. Dans quelle mesure tout ça va se répéter aussi dans le monde du travail? Donc, si on veut réfléchir à quoi vous allez ressembler, il faut d'abord examiner à quoi vous ressemblez en ce moment. Donc, encore une fois, attention à la théorie de la pomme pourrie. C'est pas parce qu'il y a 50% de mes étudiants qui confient déjà avoir triché qu'il y a seulement un problème avec ces 54%-là et que les 46% restants ne sont pas problèmes et que ce sont des pommes très saines. Hein, ça manque de nuances. Là, on le voit bien là, parce que c'est un problème que vous connaissez bien. C'est-à-dire que le problème, c'est le problème de la triche universitaire. Il y en a quelques individus qui se font prendre par année. D'ailleurs, dans ce cours-ci, je vais en prendre un cette année. Statistiquement, là, chaque session, écoute, j'ai tellement de volume d'étudiants. Là, j'en ai 140. Il y en a un qui va tricher dans mon cours puis que je vais pincer parce que ça va être trop gros. Un. Les autres, est-ce que vous allez tricher? Il faut voir. Il faut voir ce que vous allez faire dans mon cours, il faut voir ce que vous allez faire dans vos autres cours. Mais il y a plein de petites triches ordinaires qui nuisent quand même au système dans son ensemble. Qui est quoi le système dans son ensemble? C'est votre formation, votre compétence, votre intelligence, nommez-les. Là. Il y a des raisons pourquoi on vous demande de faire des exercices, de lire des textes, de répondre à des évaluations. La valeur de votre diplôme collectif ou la valeur d'un cours collectif en informatique qui commence par I, que vaut ce cours-là si tout le monde triche? Hein? On voit bien que le système, ici c'est le cours, le système est complètement corrompu, sinon vicié par le comportement de ces acteurs. Donc, cette démonstration-là là, de nos failles individuelles et collectives, je vais la poursuivre dans les autres modules. Au module 3, on va voir ensemble que vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. C'est ce qu'on fait en ce moment. Vous avez déjà triché et vous le ferez encore pour les mêmes raisons. Au module 8, c'est plus tard, vous avez tendance à être plus loyal envers votre employeur qu'envers votre ordre professionnel, ce qui est compliqué dans la mesure où on vous demande d'être aussi loyal, sinon plus, à votre ordre professionnel. Module 9, vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts personnels et ceux de vos semblables. Ça devient problématique lorsqu'on vous demande, au contraire, de servir l'intérêt public. Module 10, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Êtes-vous capable de résister à une pression d'autorité? Et module 10 aussi, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. Donc, quoi faire? Êtes-vous capable de résister à la pression des pairs? La triche en classe, c'en est une. Là. C'est quoi le comportement appris, promu? C'est quoi que vous avez constaté chez vos semblables? Et comment réagissez-vous face à ces comportements? Donc, aujourd'hui, la première partie de la discussion, c'est celle que je veux faire avec vous. C'est vous avez déjà triché, vous le ferez encore et pour les mêmes raisons. Ce que j'aimerais explorer avec vous, c'est les causes de votre triche universitaire. Donc, pourquoi individuellement trichez-vous? Pourquoi collectivement trichez-vous? Donc, si on veut aborder ce système-là, on parle de morale. Donc, il faut d'abord éviter de constater, il faut reconnaître que la morale, c'est pas seulement une question de l'ordre du logos, hein, la connaissance. J'aurais beau vous donner 10 cours d'éthique, c'est pas seulement ce qui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on peut connaître très bien les règles, les normes, avoir des cours, avoir lu en matière d'éthique, puis avoir un comportement qui n'est pas nécessairement irréprochable. Donc, c'est pas seulement de l'ordre du logos, ça fait partie de la formation, sinon on ne perdrait pas notre temps. Là. Mais vous donnez des connaissances, mais ce ne sera pas suffisant. Ça dépend aussi d'autres choses. On parle du pathos, j'en ai parlé un peu plus tôt. Ce qui ne dépend pas de vous, là, c'est-à-dire vos biais psychosociologiques, c'est pour ça que j'en parle. Des fois, ça ne dépend pas juste de votre volonté. Là. Des fois, ça dépasse votre volonté. On parle des biais, on parle de vos propres inclinaisons, tendances, déviance. Des fois, c'est carrément de la maladie pour certains. Et l'autre thème, c'est l'éthos, donc la force de vos habitudes. Ça, en matière d'éthique, je peux vous donner des cours, mais la force des habitudes acquises, votre propre intégrité morale, c'est le cumul aussi des gestes que vous avez déjà posés. Et ces gestes-là peuvent nous permettre de prédire ce qui s'en vient. Et ça, c'est difficile à arrêter. Et l'exemple que j'ai pour vous, c'est la triche en classe. Donc, l'étude que j'aimerais aborder avec vous, je l'ai proposée en lecture cette semaine. Vous irez lire le texte.
et je vais présenter les principaux résultats ici. C'est une étude intitulée Cheating in College and the Workplace. Donc, une étude du comportement des étudiants aux études supérieures, pas aux études supérieures, au bac, je dirais. Et on étudie le comportement des futurs ingénieurs lorsqu'ils sont en formation. Et ce qu'on constate, c'est que, vous allez voir, les chiffres ne sont pas surprenants maintenant que je vous ai présenté votre classe. 1 sur 2 a déjà triché au moins une fois dans un test, un rapport de lab. Donc, c'est vrai dans votre cours, mais c'est vrai ailleurs aussi. 1 sur 3 a déjà triché dans un examen, au moins une fois. Un peu moins dans les travaux d'équipe. Là, c'est intéressant. Il y a des règles aussi en matière d'éthique, de solidarité envers les autres, qui des fois ne sont pas exactement les mêmes envers le prof ou envers l'institution. Et ces stats se répètent pour les ingénieurs dans leur milieu de travail. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il y a des stats lorsque vous êtes en formation et lorsque vous exercez votre profession, 1 sur 3 va au moins falsifier une fois des données. 1 sur 3, au moins une fois dans l'exercice de sa profession. 1 sur 4, au moins une fois, va ignorer des problèmes de qualité, sécurité. Alors, vous êtes embauché des fois juste pour ça, là. Surveiller les problèmes de qualité, sécurité, santé. Puis 1 sur 4 va ignorer des problèmes importants. 1 sur 5 va accepter des cadeaux inappropriés. 1 sur 2 va utiliser maladroitement les ressources de la compagnie. Donc, va voler du temps peut-être, ou voler des crayons. Tu sais, on a donné l'exemple. C'est un exemple qui revient souvent. Là, donc. Mais faites le calcul, c'est quand même imposant. Là. Disons que une compagnie, 10 000 employés, 10 000 crayons, $1 le crayon, 10 000 $. Donc, des fois, quand on fait le cumul de ces petits vols, des fois, c'est plus impressionnant qu'une personne qui met la main dans la petite caisse puis qui part avec 100 $. Là, on parle de 10 000 $, c'est juste des crayons. Donc, ça, c'est intéressant aussi à constater. Une autre étude passionnante, donc vous irez voir le PowerPoint, c'est Harding sur la relation ou la continuité entre les manquements aux études et ultimement les manquements au travail. Donc, ce qu'on y voit, c'est que les personnes qui ont peu triché au secondaire, disons, vont tricher un peu plus au college, donc au cégep, disons pour nous, et vont tricher encore plus à l'université. Et si vous avez triché déjà en bas âge, le nombre de triches va s'accroître en proportion. Donc, si vous n'avez jamais triché en bas âge, ça va venir. Puis si vous avez déjà triché, ça va s'accroître en plus. Donc, plus on se rapproche du milieu du travail, et plus, alors on va voir les causes, là, mais il y a des causes à ça. Et plus, si vous vous dites, je triche juste à l'université, c'est pas important, c'est un cours. Oui, mais le problème, c'est que ça risque de s'accroître et non pas de disparaître là, parce que tout d'un coup, vous êtes rendu dans le monde du travail. Donc, si vous avez déjà triché un peu avant l'Uni, vous avez déjà triché, si vous avez triché un peu à l'Uni, vous avez triché à l'Uni. Vous avez triché un peu avant l'Uni, vous avez triché à l'Uni. Si vous avez triché à l'Uni, vous risquez de tricher encore plus dans votre futur milieu de travail. Donc, statistiquement, les études, ça pointe dans cette direction. Donc, désolé, mais c'est ce qui vous attend. Donc, c'est décevant, non? Et pourquoi tricher alors? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez devenir? Qu'en pense votre surmoi? Qu'en pense votre petit super-héros intérieur? Tiens, pour reprendre un thème que vous semblez aimer. Qu'en pense votre petit super-héros de tout ça, là, de voir comme ça que les comportements appris risquent de se répéter, d'être trichés et vous risquez de le faire pour les mêmes raisons? Donc, il faut bien comprendre le système dans lequel bientôt vous allez exercer votre profession, votre milieu de travail va influencer votre comportement. Donc, plusieurs pressions organisationnelles sont bien documentées maintenant, c'est-à-dire que l'environnement social, professionnel, organisationnel aura un impact sur vous, personnellement, individuellement, collectivement. Quel sera l'impact du système de valeurs, par exemple, qui est promu par la direction de la compagnie pour laquelle vous allez travailler? Il y a une différence des fois entre les valeurs promues et les valeurs actualisées. Donc, la direction peut faire la promotion de certaines valeurs puis poser des gestes contraires à ces valeurs. Ça aussi, ça aura une influence sur vous. Quels seront
sur vous l'impact des comportements qui sont appris, que vous allez constater, que vous aurez perçus dans l'exercice de votre future profession, mais ça aussi, ça aura une influence sur vous. Et quels sont vos propres biais psychosociologiques là, qui sont à l'œuvre, parce qu'ils sont déjà à l'œuvre, et il faut les reconnaître. Donc, ça risque d'influencer votre propre comportement. OK. Autre thème, les raisons maintenant. Pourquoi vous trichez? Hein, je ne vous pointerai pas individuellement, mais pourquoi trichez-vous? Pourquoi trichons-nous? Tiens, on va le dire comme ça de façon plus inclusive. Dans le texte en question, donc l'étude de Harding que je vous ai cité, on précise que vous trichez à l'école. Il y a plusieurs des raisons, mais les plus populaires, c'est insuffisance des ressources. Donc, vous manquez de temps, manquez d'énergie, surtout ce temps-ci, manquez de compétences. Des fois, c'est le cas. On manque de compétences, puis on décide de tourner autour. On ne veut pas montrer notre manque de compétences, donc il y a une triche qui peut être là. Importance des enjeux, bien, c'est sûr. Si c'est important d'avoir une très bonne note, puis je ne suis pas surveillé, puis je suis à distance, bien, ça se peut que je triche plus facilement que si c'est pas important, puis que je suis surveillé. Tu vois, on voit un peu l'idée. Forte probabilité de réussite. Donc, plus vous avez de chances de réussir votre triche, plus vous allez le faire. Faible probabilité de vous prendre. Ben, moins c'est surveillé, moins on risque de vous prendre, plus vous risquez de le faire. Procrastination. Ça vient dans la même famille que manque de temps, manque de ressources. Ça veut dire que c'est un peu de votre faute. Là. Vous avez procrastiné, donc vous avez attendu, puis ultimement, ben, vous manquez de temps, manquez d'énergie. Puis là, ben, il y en a certains qui vont tourner, couper certains coins ronds. Mauvaise compréhension de la faute. Des fois, c'est le cas. Les étudiants trichent parce qu'ils connaissent. Le plagiat, c'est un bon exemple. Là. Je ne savais pas trop comment citer. Il y a cet exemple-là. Là. Je pensais que je pouvais le faire, ou je pensais que noter une note bibliographique en fin de document, c'était suffisant, alors que j'ai copié-collé un gros paragraphe, pas de guillemets. Des fois, c'est plaidé. Donc, mauvaise compréhension de la faute. Les règles non écrites. Donc, des fois, c'est des habitudes de la collectivité, c'est fait, c'est appris, ça a été mal appris, mais c'est répété. L'influence des pairs. Donc, la triche à l'école, c'est un peu ça. Là. On arrive sur les bancs universitaires, on regarde un peu c'est quoi la culture. Il y a une différence entre un groupe en génie et un groupe en droit. C'est pas la même chose. Le comportement, la façon de percevoir la triche, elle n'est pas même. Partager des travaux, tout ça. Là, il y a des cultures qui sont propres à certaines associations étudiantes. Tiens, je vais le nommer comme ça. Punir l'autorité, ça vient aussi, c'est intéressant. Dans les raisons, c'est important la relation qu'on a en ce moment, là, parce que la triche, des fois, on se laisse influencer par la relation qu'on a avec la personne en position d'autorité. Mais sachez-le, c'est pas parce que vous n'aimez pas le prof que ça va vous permettre de faire une triche qui ne sera pas sanctionnée. Là, donc, mais c'est intéressant. Là, ça vient comme un outil assez haut d'ailleurs dans les résultats. Le professeur le méritait. Donc, ce rapport-là à l'autorité, une fois qu'on a perdu la confiance en l'autorité, ben là, la triche devient plus aisée. C'est-à-dire, je ne trahis plus quelqu'un que je respecte. On va le dire comme ça. Et dans le milieu de travail, ben les raisons invoquées dans l'article de Harding, c'est à peu près les mêmes. Insuffisance des ressources, donc manque de temps, manque d'énergie, importance des enjeux, tout le monde le fait, punir l'autorité. D'ailleurs, ça revient, ça. Punir l'autorité en place. Donc là, c'était le prof qui était pas fin, là, c'est le boss qui est pas fin. Puis ça nous permet de violer certaines politiques. Procrastination, ça revient. Quelqu'un me dit de le faire, c'était facile de le faire sans me faire prendre. Je voulais éviter des conflits avec les autres. Ça revient souvent dans le milieu de travail. Donc, je vais tricher pour éviter les conflits avec les autres parce que tout le monde le fait. Donc, ça revient un peu plus dans le monde du travail. Mais si j'avais identifié là, de façon plus générale, qu'est-ce qui vous force ou qu'est-ce qui vous incite à tricher à l'université puis éventuellement au boulot, ben, c'est les mêmes. Manquer de ressources, manquer de temps, manquer d'énergie. Puis là, il faut faire la transposition. Là. Si vous pensez que vous manquez de temps en ce moment, vous n'en aurez pas plus dans le monde du travail. Là. Si vous vous dites, ben là, je triche parce que je manque de temps, ben il n'y en a pas plus dans le monde du travail. Lorsque les enjeux sont importants, ben vous pensez que les enjeux sont importants. Réussir un cours, c'est important.
mais réussir sa vie, gagner un salaire, payer l'hypothèque, payer les études de ses enfants, pas perdre son boulot, tout ça, là, c'est des enjeux ben, qui seront accrus. Là. Donc, c'est pas quelque chose qui risque de disparaître. Punir l'autorité. Donc, ça, il faut voir si vous allez résister, si ça peut se transformer. Donc, l'idée de transférer le blâme de votre propre comportement sur la personne en position d'autorité, ça arrive à l'université, ça risque de se refaire. Probabilité de réussir. Donc, est-ce qu'il y a de la surveillance à l'université? Un peu. Est-ce qu'il y a de la surveillance dans le monde du travail? Très peu. Donc, est-ce que ça va influencer à la hausse votre nombre de triches? Ben, si on vous surveille moins, si on ne met pas en place les processus ou les procédures pour s'assurer qu'on prenne les fautifs, ben, statistiquement, il y aura plus de triches. Vous comprenez mal la faute, les règles, ben justement, est-ce qu'on les étudie, les règles, les normes, ou est-ce qu'on se les réserve pour un cours d'éthique une fois dans votre vie, ou est-ce qu'on continue de s'y intéresser? Quelles sont les règles, les normes? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Les règles non écrites. Est-ce qu'on prend le temps de discuter des règles non écrites dans certains milieux? C'est rare. Souvent, c'est non écrit pour cette raison-là. C'est des comportements appris, des règles qui sont là, à l'œuvre. Personne ne le dit, personne ne les écrit, mais tout le monde le fait. L'influence des pairs, ça vient à l'université, mais ça se répétera dans le monde du travail. Et si vous avez tendance à répéter les comportements des pairs ici à l'université, bien ici on n'est pas à l'université, mais à l'université, ben vous allez répéter aussi ces mêmes comportements-là des pairs. Donc, je vous souhaite un milieu où les pairs auront un comportement intègre et honnête. Donc, pourquoi hésitez-vous maintenant à tricher? Ça, c'est une autre belle question. Parce que c'est pas tout le monde qui triche. Puis vous ne trichez pas tout le temps. Donc, il y a des forces aussi des forces contraires, des pressions contraires qui vous incitent à résister. À l'université, ben, c'est le désir d'apprendre. Ben oui, on le voit, là. Vous êtes à l'université pour ça, pour apprendre. Puis on le voit bien que si vous trichez, puis vous copiez les travaux des autres, puis vous ne le faites pas, ben vous apprenez pas, puis vous êtes là pour apprendre. Tu sais, il y a quelque chose d'une contradiction performative. Tu sais, je vais à l'université pour apprendre, puis je triche, puis là, j'apprends pas. Tu sais, donc, on comprend qu'il y a des raisons pourquoi vous trichez, là, mais ça c'est une belle contradiction dans le plus beau sens du terme contradiction. La peur pourquoi vous trichez pas? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? La peur de se faire prendre, la peur des conséquences. Ça, c'est toujours là. On était petit, ça fonctionnait. On est grand, ça fonctionne aussi. La peur du jugement des autres. Qu'est-ce qui va se passer s'ils le savent? Si on sait que moi j'ai triché, puis eux n'ont pas triché, comment vont-ils me percevoir? Comment vont-ils me juger? Donc ça fonctionne encore. Le sentiment de culpabilité. Ça, c'est puissant aussi. C'est là. Si vous trichez, si on triche, si je triche, il y a un sentiment de culpabilité qui s'accompagne. La peur des remords. Ben oui, il y a des remords, ça existe encore. On triche, on a des remords. La tristesse de l'âme devant son propre reflet qui se regarde. Tu vois, je reprends de la forme. Là. Après 2 heures, je reprends de la forme. C'est fou. Ça doit être le Tylenol qui rentre. Conviction morale profonde. Donc, des convictions morales profondes. Ça vous fait hésiter. Parce que je sais qui je suis, puis moi, je ne fais pas ça, parce que ça ne se fait pas. C'est ce genre de conviction-là, ça existe encore, puis ça fait partie des belles forces qui vous font hésiter à tricher à l'université. Au travail, maintenant, ce qui revient le plus dans l'étude en question, c'est la peur de se faire prendre. Ça marchait. On est petit, à l'université. Au travail, la peur de se faire prendre et des conséquences, la peur des sanctions, la peur que votre comportement affecte la qualité, la sécurité. Des fois, si je me mets à tricher, trafiquer, falsifier des données, ben là, c'est peut-être la santé, la sécurité, la qualité même du produit. Et au travail aussi, les convictions morales personnelles. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous devez faire pour être et pour rester ce que vous êtes. Pour le formuler de cette façon-là.
Et à l'université, comme au boulot, ben, les forces de résistance sont sensiblement les mêmes. Donc, les valeurs morales, la conscience morale, les convictions morales, les obligations morales, le risque de se faire prendre, le caractère moral, vos propres attitudes aussi. Le caractère moral, c'en est une notion là, qui renvoie à la force de l'habitude. On dit on forge son caractère, c'est ce que ça veut dire. Je prends des décisions difficiles et ce faisant, je me forge un caractère qui là, me permettra de poser le bon geste au bon moment. Le risque de sanction, ça revient, les gains envisageables. Donc ça peut, s'il y a des grands gains envisageables, ça peut vous forcer à vous tenter de tricher. Puis sinon, ben, ça se peut que ça vous aide à résister. L'influence des pairs, ça revient. Donc voilà, c'est ce qui vous fait hésiter. Et donc, vous trichez des fois pour certaines raisons et vous résistez pour certaines raisons. Mais je vous rappelle, les résultats empiriques au travail, là, c'est pas très encourageant. Je vous les rappelle. 50% d'entre vous vont commettre des petits manquements au travail. Mensonges, vol, violation de politiques internes, sécurité, santé. Vont avoir des comportements inappropriés, harcèlement, discrimination, violence psychologique, plagiat, nommez-les, là, 50%. Au moins une fois, un étudiant sur deux, au moins une fois, va commettre ce genre de manquement-là dans l'exercice de son travail. À moins que vous ne faites activement, personnellement et collectivement quelque chose pour réduire un peu ce pourcentage. C'est peut-être ça l'objectif. C'est peut-être pas d'arriver à zéro, mais de réduire un peu le pourcentage. Donc, c'est ça que j'aimerais aborder avec vous comme dernier thème, les pistes de solution maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On a vu qu'il y a des fautes évidentes qui vont être détectées, sanctionnées. C'est ce qu'on a appelé la pointe de l'iceberg, c'est lui-là. Et maintenant, attaquons-nous à l'iceberg en tant que tel. Hein. Comment réduire la taille de l'iceberg, qui lui est constitué des nombreux petits comportements qu'on peut associer aux petits vols, aux petits mensonges, mais qui ultimement le nuisent au système. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Prenons l'exemple de la triche universitaire, mais ce serait la même chose aussi dans l'exercice de votre profession. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le nombre de manquements? C'est à peu près les mêmes choses qu'on peut faire pour réduire la triche universitaire. Accroissement des ressources, vous donnez plus de temps à l'université, vous donnez plus de temps à votre boulot, raffiner la formation, vous former, améliorer le type de formation qu'on vous donne, ça, c'est sûr que ça peut faire une différence. Gestion du risque en fonction des enjeux. Plus les enjeux sont importants, plus on doit gérer le risque de façon prudente. Même chose pour la triche. Tu sais, les enjeux sont importants. Un examen, il vaut 70% de la session. C'est un examen de 2 heures. Bonne chance sur la pression. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui vont tricher. Puis c'est pas bon. C'est pas bon sur eux. C'est pas bon pour le cours. C'est pas bon sur l'institution. Donc, des fois, de répartir les enjeux ou de réduire ces enjeux-là, c'est une façon d'agir sur le système. Formation, sensibilisation, ça fonctionne toujours pour réduire le nombre de triches. Pas pour rien que je perds mon temps aujourd'hui à vous parler durant 3 heures. Ça fonctionne aussi. Là. Vous sensibilisez à ça, vous en parlez. Ça fonctionne encore plus, je dirais, lorsque je m'adresse aux personnes en position d'autorité. Donc ça, on le néglige souvent. Là. Vous former, c'est quelque chose, mais vous formez vos futurs personnes en position d'autorité, vos futurs patrons et patronnes, là, ça, c'est encore plus efficace parce qu'en plus, on les change, puis en plus, il y a une pression d'autorité sur vous. Donc ça, c'est intéressant. Accroître la probabilité de prendre des fautifs. Bien, ça marche aussi pour la triche. Désolé de vous le dire, mais si on vous surveille, si on met 3 surveillants dans une salle, ça fait une différence. Si on en met un qui lit pendant qu'il vous surveille, ça fait une différence sur le nombre de triches. C'est la même chose au boulot. Si on ne vous surveille pas, s'il n'y a pas d'outils de surveillance, je le dis entre guillemets, parce que ce n'est pas nécessairement des caméras, là, mais des systèmes d'audit pour valider le comportement, pour surveiller les comportements qui peuvent être déviants. Bien, si on ne surveille pas, si on n'enquête pas, bien, statistiquement, le nombre va augmenter.
formation, sensibilisation des influenceurs aussi, dans le vieux sens du terme, là, je pense pas à YouTube, là, je pense à les influenceurs en tant que tels au sein des différents milieux de travail. Il y a des individus qui influencent plus le groupe. Donc ça, pour un gestionnaire, d'identifier les influenceurs, c'est important pour former d'abord. Si on a à donner des outils de formation, souvent on va essayer de cibler ces individus-là. Donc voilà. Et reconnaissance individuelle et collective des risques éthiques. On en a vu quelques-uns aujourd'hui, mais ça permet de réduire un petit peu la taille de l'iceberg. On ne partira pas de 50% à 0%, mais on devrait être inférieur à 50%. Puis notre but, imaginons-le, là, si c'est l'exercice de la profession, c'est quoi le pourcentage de manquement qu'on est prêt à tolérer? C'est quoi le pourcentage que le public est prêt à tolérer lorsqu'on leur parle des professionnels? Est-ce qu'on peut leur dire que 50% des professionnels trichent à l'université puis risquent de tricher aussi dans l'exercice de leur profession? Je pense pas. Donc, on doit mettre en place des outils pour gérer tout ça à la baisse, gérer ce pourcentage de fautes. Et des obstacles à la faute, il y en a d'autres. Ceux qui sont en classe aussi le voient à l'écran, là. Donc, il y a certains freins au manquement qui sont plus faciles à déployer que d'autres. Accroître le risque de détection, c'est facile. Accroître la surveillance, facile. Sanctionner puis s'assurer que les sanctions soient connues aussi, ça fait son effet. Hein? Si je sanctionne un étudiant dans le cours puis vous n'en entendez pas parler, l'effet est plutôt minime. Si l'étudiant est sanctionné, il est connu, puis on lui fait faire la marche de la honte au prochain match du Rouge et Or, ben ça se peut que ça fasse son effet. Bon, individuellement, on aura sacrifié une personne, là, mais vous voyez un peu l'effet. C'est important que ces sanctions-là soient sues et connues. Si vous avez l'impression que votre institution ne sanctionne pas ceux qui trichent, des fois, c'est ce que les étudiants me disent. Là. Moi, je n'entends pas parler des sanctions. Ben, moi, je me permets de vous le dire qu'il y en a à chaque session des sanctions, puis ça brise des vies, ça brise des étudiants, puis c'est pas beau à voir, puis c'est pas le fun à vivre pour tous ceux qui passent à travers le processus, y compris ceux qui détectent les fautes et les manquements qui sont pris dans le processus, des fois comme moi, là, c'est jamais agréable ce genre d'expérience. Et comment agir? Ben, comment agir? C'est agir sur la conscience et les convictions morales des humains. Et ça, c'est une vieille question d'éthique appliquée. Comment former à l'éthique? Les vieux philosophes, là, c'était une obsession. D'ailleurs, Aristote, là, son éthique à Nicomaque, c'est juste ça. Là, il essaye de transmettre comment on fait pour éduquer moralement, puis il s'adresse carrément à son fils. Donc, Nicomaque, c'est un peu ça. Donc, pour un prof, c'est compliqué parce que j'ai des limitations importantes. Là. Je peux vous donner une partie du logos, là, de la connaissance. Je peux vous dire que vous devez faire tel geste. Je peux vous montrer ce que vous êtes. Je peux montrer vos failles, vos limites. Mais à la fin, un des freins les plus importants, c'est vos propres convictions morales. Puis, elles sont souvent déjà très solidement incrustées en vous. Hein? Donc, mon humble objectif, c'est de les modifier un peu. Hein? Oseriez-vous modifier vos propres convictions morales si je tentais de vous en convaincre, même un peu? En tout cas, c'est en toute humilité que votre prof tente d'agir sur vos propres convictions morales avec tous les outils que j'essaie de déployer autour de moi. Le but, c'est de vous changer un peu, de vous convaincre un peu de changer pour réduire, je dirais, à la baisse ce 50%-là. Former votre propre intégrité, votre propre force morale. Là, je le fais avec humilité et j'en suis pleinement conscient. Ne sous-estimez pas donc le poids de votre propre conscience, de votre propre force morale individuelle. Ça nous était rappelé par un de vos collègues un peu plus tôt. Vos propres convictions morales, des petits gestes que vous posez déjà pendant votre formation et qui transforment un peu ce que vous êtes et ce que vous serez demain. Donc voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je vous rappelle les objectifs du module.
Donc, définir, reconnaître la faute, estimer le nombre de manquements, de fautes. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Combien? Quelle gravité dans l'exercice de votre profession? De nommer et d'expliquer les principales causes des manquements dans votre future profession. Et si vous en souvenez pas, je vous ai dit que c'était à peu près les mêmes que les causes de manquement ici à l'université, dans la triche universitaire. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à retisser ces liens-là, partez d'abord de la triche universitaire, les causes, et les causes sont à peu près les mêmes dans le milieu de travail, et de nommer des pistes de solutions. On en a vu quelques-unes. Si vous ne vous souvenez pas, c'est d'agir sur les causes. Donc, si vous ne pouvez pas trouver des solutions si vous n'êtes pas capable de nommer les causes. Donc, une fois que vous nommez les causes, vous allez voir que les pistes de solutions, c'est d'agir sur ces causes. Donc, c'est une façon simple de le formuler. Voilà, c'est tout. Merci à vous d'avoir été là cette semaine. Merci à Jenny de m'avoir accompagné encore dans le chat. Là, je vois qu'il y a de l'action sur ce chat. Et si vous avez des questions, je vais y répondre dans quelques instants. Je vais rester en ligne. Il reste encore du temps. Et pour les autres, bonne semaine à vous et en podcast. Et on se revoit ici même la semaine prochaine. Et je serai en pleine forme, promis. Allez, bye bye.